Chers amis, bonsoir. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette rentrée sociale, culturelle et prédilection de votre humble serviteur oblige, littéraire. L'Algérie, avec son histoire plurimillénaire, n'a cessé d'inspirer artistes, écrivains, artistes peintres, essayistes. Et ce soir, nous allons avoir un aperçu de cette multiple inspiration avec nos deux invités. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter M. Djilali Hadjbi. M. Hadjbi, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous, M. Hadjbi, de l'avoir honoré. C'est un plaisir de vous recevoir. M. Hadjbi, vous êtes retraité de la fonction publique, écrivain, passionné de littérature et d'histoire, auteur d'une huitaine d'ouvrages dont on peut citer Le bombardement de Sariyat Sidi Youssef, Afin que nul n'oublie, le prix de la liberté pour lequel j'ai eu le privilège de vous recevoir durant la première saison. Et cette année, vous publiez deux ouvrages avec votre plume protéiforme et prolifique. D'abord un roman qui s'intitule Les oranges amères, et puis après le recueil de nouvelles Réminiscences, vous revenez à la nouvelle avec un autre recueil qui s'intitule Alger qui chante, Alger qui pleure. Les oranges amères et Alger qui chante, Alger qui pleure seront l'objet de notre examen ce soir. Merci encore d'être parmi nous. Et puis l'autre regard ce soir va nous être fourni par les yeux pétillants de joie, de curiosité, d'amour de l'histoire de l'Algérie, des yeux que vous connaissez déjà, que vous avez déjà l'habitude de voir, ceux de M. Seyd Ahmed Hamdad. Monsieur Hamdad, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Merci d'être parmi nous. Merci, moi aussi. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous avez beaucoup de points communs avec M. Hadjbi, c'est un peu le concept de l'émission, je le rappelle à ceux qui nous auraient rejoints pour la première fois. Vous êtes écrivain, artiste peintre, vous êtes auteur de plusieurs essais. Amazir, le peuple d'Afrique du Nord, dont nous avons débattu la saison passée. Djebel Roba, mythe et réalité, et vous revenez justement sur cette dénomination de Roba, l'Alla Roba, avec cette fois-ci un essai que vous avez intitulé Sur les traces de la religieuse Roba et que nous allons découvrir ensemble ce soir. Merci encore, Monsieur Hamdad. Moi aussi, je vous remercie. Alors, je me tourne d'abord vers le romancier M. Djilali Hadjbi. Entre autres, évidemment, on a évoqué les multiples cordes que vous avez à votre arc. Et nous allons explorer justement celle du romancier avec Ces oranges amères et ce superbe roman dont vous allez nous dire la genèse avant d'explorer peut-être les aspects qui m'ont le plus, en tant qu'humble lecteur, frappé. Merci. Les oranges amères est un ouvrage, comme vous l'avez dit, paru en février 2022, aux éditions d'Harmattan. Certes. C'est un ouvrage qui constitue une invitation aux lectrices et aux lecteurs pour découvrir ou redécouvrir l'Algérie profonde et ces milliers et milliers de paysans algériens transformés en un sous-prolétariat. Durant la période coloniale. Un sous-prolétariat facilement corvéable. Hein. C'est sur ces terres de la Mitija, cet océan de verdure, qu'on retrouve d'un côté le casque du colon et de l'autre la chachia du Hamas. Absolument. L'un vivant dans une opulence insultante et l'autre n'ayant que les yeux affamés, qu'un regard affamé. D'ailleurs, Voilà. si vous permettez, ce superbe ouvrage s'ouvre sur une scène d'une grande portée symbolique, Oui. puisqu'il s'agit de la naissance de Khalida, la bien nommée, et qui est une métaphore de l'Algérie, le Jazair el-Khalida. Oui. Dans ce roman, on suivra l'évolution de Khalida. Absolument. Elle grandit, ses études, l'école primaire, le lycée, puis l'université et tout le reste. C'est à travers elle, c'est un peu, si vous voulez, c'est presque un livre autobiographique. Il n'y a que les noms qui changent et tout ça en arrière. Je voudrais continuer. Je vous en prie. C'est-à-dire que la révolte des Algériens face à un système colonial parmi les plus hideux et les plus barbares du siècle dernier, voilà, provoquera un déchaînement de haine et de violence sans précédent. Les Algériens paieront chèrement leur indépendance. Voilà.
Oui, le payer prix du chèrement sang sera très lourd. Indépendance. Et vous avez parlé, vous avez opposé le casque du colon à la chéchia du Hamas. Oui. Vous le faites magnifiquement dans le roman, à travers des scènes d'une très grande portée symbolique. Tout passe par l'émotion dans votre écriture. Et notamment, il y a cette scène qui m'a beaucoup frappé. Lorsque le père Boualam, qui est ouvrier agricole chez un comte, puisque voilà, on peut intégrer le capitalisme le plus sauvage en se donnant des airs d'aristocrate. Donc Boualam, le père de Khalida, et Hamas chez un gros colon de la Mitidja. Et en deux scènes adjacentes, l'une après l'autre, vous dressez ce contraste. Sans grand discours, sans bavardage, vous donnez à voir la réalité du pillage colonial. D'un côté, la fille de Boualam se coupe les cheveux en quatre devant le garde-manger vide pour savoir que mettre sur la table. Et de l'autre, le gérant du domaine colonial presse les ouvriers agricoles, fissa, parce qu'il faut expédier les golden et les poires vers la métropole. Vers la métropole. Si vous voulez, c'est la vie qu'on a vécue en bas âge. C'est ce qu'on a vécu régulièrement. Et on ne pouvait rien faire à l'époque. Vous êtes d'une génération, qui se rappelle encore cela. Bien sûr, sur l'année coloniale. Moi, sans entrer dans les détails, parce que peut-être on n'aura pas le temps de ce roman, et pour conclure, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a vécu durant la période coloniale, on a eu l'indépendance. Certes. On a été indépendant. Et là, c'était une immense joie pour le peuple algérien. Absolument. Absolument. Alger, après l'indépendance, et sa jeunesse enthousiaste et militante, une jeunesse qui croyait en des lendemains meilleurs, Et qui a pris à bras le corps d'ailleurs, le développement du pays. Et c'était l'époque où on pouvait se permettre les rêves les plus fous. Certes. Les rêves les plus fous. C'était le temps des jours heureux. Le temps des jours heureux. Quand il faisait bon vivre dans cette merveilleuse Algérie des années 70, dans les plus anciens, les aînés s'en souviennent certainement. Sans doute. Voilà. Donc, il y a plusieurs étapes. On pourrait discuter de Khalida toute jeune, l'école primaire, les privations et tout ça. Justement. Khalida au lycée, qui est reprise dans Alger qui chante, Alger qui pleure. Khalida à l'université. Oui. Voilà, et c'est quelque chose de... Justement, un peu, nous n'aurions jamais le temps de faire le tour du roman, évidemment. C'est pour ça que j'ai plus court. C'est pour ça que, en même temps, si on le survole trop, peut-être que le lecteur, en tout cas ceux qui nous suivent, ne pourront pas se faire une idée. Raison pour laquelle j'ai essayé de le découper en tableaux frappants, même si chaque page est frappante à sa manière. Il y a aussi cette scène terrible que vous peignez, et j'utilise justement à juste titre cette métaphore, et qui évoque le fameux tableau de Jean-François Millet, des glaneuses, où une cohorte de femmes et d'enfants attendent la fin des vendanges pour se ruer sur les vergers et ramasser les fruits tombés ou oubliés par les ouvriers agricoles. C'est vrai, c'était une tradition, après chaque récolte, il était permis, si vous voulez, aux populations indigènes de rentrer dans les champs et de récupérer les restes. Et là, il fallait voir les gens venir, ces cohortes de vieux, de vieilles, de femmes et d'enfants, et ramasser ce qui est resté, soit pour le raisin, ou bien pour les oranges ou d'autres fruits. C'était quelque chose de courant, chaque année ça se faisait. Et là, évidemment, au niveau des maisons, c'était la fête. Certes. C'était la fête, avec les marmelades qui n'en finissaient pas. Oui. Avec je sais pas, toutes sortes de confitures qu'on faisait, toutes sortes. Ça apportait du baume au cœur dans un quotidien de privation. Voilà, c'était ça. Et vous évoquez un peu à la manière d'un Balzac ou d'un Zola, avec des personnages récurrents qui traversent vos œuvres, vous évoquez une dimension aussi qui intéresse aussi bien l'amateur de romans que le sociologue ou l'historien. Ce que vous avez déjà évoqué dans les sarments, dans Jamila ou le temps des sarments, à savoir ces sarments de vigne qui étaient le combustible du pauvre, et plus on voyait entasser de sarments, plus on savait qu'on était face à une famille nombreuse. C'est vrai.
C'est-à-dire les sermons, d'abord il fallait les couper et les ramener à la maison. Oui. Et c'était pas facile. Évidemment. C'était pas facile. C'était le plein hiver. C'était le plein hiver. Les engelures. Mais à l'époque, qu'il pleuve ou qu'il neige, quand il fallait élaguer la ville, il fallait y aller. Il fallait y aller. Grands et petits, on les retrouvait là-bas à 4 h du matin, 5 h du matin et en avant. Quand on prenait le sécateur, les gens, les doigts gelés, mais ils ont travaillé, ils ramenaient. Et ça durait toute la journée. Et plus les vignobles s'éloignaient, et plus le travail devenait plus difficile. Voilà. Absolument. Et ça durait une saison, ça durait, voilà. On va suivre encore non seulement Khalida dans ce roman un petit peu d'apprentissage, mais aussi sa fratrie, notamment Omar le Moudjahid. Voilà. Mais avant ça, si vous permettez, je me tourne vers M. Hamdad, puisqu'on a évoqué Khalida. Il y a aussi une figure féminine dans votre ouvrage, même si là on est dans l'essai et non plus dans le roman. Ça ferait un personnage de roman, ça a même fait un personnage de roman, mais j'ai d'abord voulu en parler avec l'essayiste et son travail documenté sur les traces de la religieuse Roba. Qu'en est-il de cette religieuse? Qui est cette Roba et comment faire la différence entre Roba la donatiste et Lalla Roba la sainte musulmane? Parce que vous avez commencé par Lalla Roba. Oui, et notamment en lisant votre ouvrage Jebel Roba. Oui, bon. Jebel Roba fait référence à une sainte musulmane. Voilà. Lalla Roba, dans le mausolée, se trouve là. Nos anciens, nos parents, etc., allaient dans son petit mausolée, comme d'habitude, avec les coutumes maraboutiques de l'époque. Et puis, j'ai fait une petite recherche personnelle. Il s'est avéré que cette Roba, Lalla Roba, a son mausolée, si vous voulez, sa tombe, à Koléa. Oui. Koléa, j'ai même discuté avec... c'est notamment le préposé à la Zaouia de Sidi Ali Mbar, qui est son fils. Oui. J'ai discuté avec lui sur ce qui est cette Roba. Et ben, il a fait référence à la région de Msid Sfizef, là d'où ils sont venus pour faire un pèlerinage à l'époque, 15e siècle. Et donc, cette Lalla Roba musulmane, j'en parle pas. Dans ce roman, dans ce livre, dans cet essai, dans cette recherche, j'ai parlé de la religieuse. Très bien, la donatiste. La donatiste. Celle-là, c'est l'archéologie qui l'a fait découvrir. Absolument. C'est l'archéologie, c'est pas l'histoire. Ah oui. Il n'y a rien de l'histoire qui parle de ce qui relate cette Roba. L'archéologie, c'est Stéphane Xel, un anthropologue Connu, oui. connu, etc., avec un instituteur de la région de Mascara, de Tizi. Ils ont fait une recherche au niveau de la cité d'Al-Amiliaria, qui est une cité romaine très ancienne. Et ils ont trouvé des caveaux de chrétiens. Et puis, subitement, ils ont découvert ce caveau. Parmi les 6 caveaux, il y avait le 3e caveau, je crois, le 3e caveau, c'est celui de Roba la donatiste. Il y a une épitaphe qui la signale comme quoi elle a été assassinée par les traditeurs qui étaient les ennemis un peu si vous voulez, des chrétiens amazigh, donatistes. Oui. Et de ce fait-là... Qui n'était pas inféodé à l'église romaine. Voilà. De ce fait-là, donc, si vous voulez, donc, sur le plan historique, Roba, les signes, les traces de la religieuse Roba nous font retourner au donatisme. Parce qu'elle était une donatiste. J'allais vous dire, ce sont des recherches qui s'effectuent sur fond de résistance numide à l'Empire romain. Voilà. C'est une résistance à 2 aspects. C'est-à-dire qu'au départ, comment le donatisme s'est révélé, on a pris en proconsulaire, c'est-à-dire en Numidie, l'Algérie de l'Est. Bon, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme et donnait la liberté à tous les chrétiens amazirs de faire leur culte librement. Et comme auparavant, il y a certains empereurs qui ont martyrisé, ils ont obligé les ecclésiastiques chrétiens de détruire, c'est l'époque païenne, de détruire tous les objets précieux du christianisme, et sinon ils seront exécutés. Et parmi eux, il y a un certain Cécilianus qui a fait justement, il a obtempéré, si vous voulez, aux ordres de Dioclétien. Donc quand l'Église s'est retrouvée libre, amazigh chrétien, s'est retrouvée libre de faire son culte, les anciens renégats voulaient se repentir. Et là, il y a une scission, une fracture. Certains, si vous voulez,
les rigoristes ont dit non, si vous voulez revenir à l'Église comme avant, il faut faire une deuxième pénitence, pénitence ecclésiastique, pénitence très rigoureuse pour revenir à l'Église. Et c'est là qu'il y a une division. Il y avait l'évêque de Rome qui était pour que ces chrétiens renégats reviennent à l'Église sans cette pénitence, et d'autres amazirs chrétiens voulaient exiger que cette pénitence ait lieu pour qu'elle soit acceptée dans l'Église. Et c'est là qu'il y a eu la fracture. Absolument. Oui. Et le meneur, si vous voulez, le meneur d'hommes, si vous voulez, de ces rigoristes qui voulaient que la repentance, c'était ce fameux Donat. Donat, oui. Et il a donné son nom à tous les au mouvement donatiste. Au mouvement donatiste. Voilà. J'ai parlé de résistance à l'Empire romain, c'était une résistance romain, pardon. Bon, au départ, c'était une question ecclésiastique, c'est-à-dire de pratique religieuse. Mais qui a très vite... Avec le temps, comme l'empereur Constantin était beaucoup plus du côté des chrétiens c'est-à-dire proches de l'évêque de Rome, donc il a pris le parti de ces chrétiens proches de l'évêque de Rome. Et c'est là qu'il a créé la scission. On n'est pas contre la Trinité, on est contre juste que si vous voulez, oui, il y a la le phrase. curé, si vous voulez, celui qui dirige les messes, etc., ne soit pas un ancien repenti, un ancien renégat. Et c'est ça qui a fait que cette division entre chrétiens donatistes et chrétiens catholiques. Oui, elle embraye aussi sur une véritable guerre de résistance, puisque les donatistes vont quelque part fournir aussi une idéologie. On ne peut pas parler de guerre de résistance parce que les donatistes étaient des chrétiens, ils ne faisaient pas la guerre. Bon, par contre, à un certain temps, ils se sont alliés à ce qu'on appelle les circonciliés. Voilà. Hein? Donc ils vont fournir l'idéologie de la résistance, si vous permettez, oui. Une théologie de la libération avant l'heure ou avant la lettre, oui. à ces circoncilions justement. Oui. Que sont les circoncilions? Pardon? Que sont les circoncilions pour ceux qui ne connaissent pas? Les circoncilions, c'était des paysans qui étaient maltraités, numides, autochtones, qui étaient pas numides, morts aussi, c'est l'Afrique du Nord. Quoi. Voilà. Qui étaient maltraités, qui étaient exploités terriblement, n'est-ce pas? Et puis un jour, ils ont pris la décision de se révolter. Ils ont commencé à attaquer les fermes, etc. Et on leur a donné cette appellation circoncilion, c'est-à-dire les détrousseurs des granges. Des celliers, voilà. Des dépôts. Voilà. Et il y a d'autres figures de la résistance qui émergent dans cet ouvrage? Bon, cette situation de conflit a duré un certain temps. Émergea un empereur qui s'appelle Honorius. C'est le fils de Théodose. Et il a été inspiré par Augustin pour vraiment persécuter les donatistes jusqu'à pratiquement les... D'ailleurs, c'était le silence total, on pensait même qu'ils étaient éradiqués pendant une vingtaine d'années. Ils n'ont pas bougé. Et puis subitement vient l'invasion vandale. Les Vandales commençaient à s'attaquer aux Romains, donc il y avait une prédisposition des Amazirs à leur relever la tête, parce que leurs persécuteurs étaient maltraités par les Vandales. Et il y a eu des rixes entre eux, entre chrétiens donatistes et chrétiens catholiques, des bagarres. Hein. C'est pas avec des armes, parce que le Christ interdit le port du glaive. Et cette Roba, il semble, on ne sait pas des circonstances dans lesquelles elle est morte. Soit ils l'ont trouvée toute seule, ou elle était impliquée dans une bagarre, et elle a trouvé la mort lors de l'une de ces bagarres. Voilà, et je dis que cet ouvrage invite justement à d'autres recherches, à consulter d'autres ouvrages, notamment notre livre de chevet que vous m'avez aidé à choisir, La Révolte des Cinq, qu'on va découvrir tout à l'heure dans notre rubrique littéraire. Oui. Et on évoque avec vous les différentes résistances que justement Ahmed Akash a appelées les guerres paysannes de Numidie, notamment avec Syria, la sœur de Firmus, qui a affronté Valentinien et son général Théodose. Justement, là, on peut clairement affirmer que Syria, c'est la première femme connue historiquement qui a résisté à un ennemi, à un envahisseur. C'est Syria, c'est pas une autre femme. Syria, c'est la combattante. C'est la combattante amazigh qui a émergé dans l'histoire. Elle a aidé, elle voulait aider son frère Firmus, qui était en guerre contre Théodose. Ouais. Oui. Le fameux Théodose, dont le fils est devenu empereur. Et
il y a eu son autre fils, Honorius, qui a martyrisé les donatistes. Donc, elle a rassemblé une armée énorme, immense. Elle a failli mettre fin à la vie de Théodose et à son armée. Mais subitement, comme toujours, il y a une tribu amazigh, proche des Romains, alliée des Romains, les Maziches, qui ont pratiqué une brèche dans l'encerclement de Syria par rapport à Théodose, et ont permis à l'armée romaine de s'évader, de se faufiler. Et puis, mais il a pris sa revanche sur Théodose ensuite. Oui, le problème est toujours un problème de 5e colonne. Alors, si vous permettez, mes chers invités, avec l'aimable autorisation de nos amis qui nous ont accueillis chez eux, nous allons opérer un petit intermède musical avec notre minute mélomane. Comme d'habitude, je vous retrouve après le jingle. Ce soir, avec votre aimable autorisation, je n'ai non pas choisi, mais j'ai laissé Monsieur Djilali Hadjbi choisir pour vous l'extrait de ce soir. Il l'a choisi à son insu, c'est pour ça qu'il me regarde avec étonnement. En lisant Alger qui chante, Alger qui pleure, j'ai trouvé un des personnages en train d'écouter la sublime voix d'Asmahan avec sa sublime chanson que je vous laisse découvrir en guise de surprise. Donc nous allons écouter ensemble Asmahan, choisi par Monsieur Djilali Hadjbi, et on se retrouve dans une petite minute mélomane. Je ne suis pas sûr de bien prononcer avec le bon accent. Je rejoins Monsieur Djilali Hadjbi avec, avant d'arriver à Alger qui chante, Alger qui pleure, toujours ces oranges amères. On a évoqué la raison de cette amertume, ces oranges qui ont fait la joie de la métropole tandis qu'on suait sang et eau justement pour les faire pousser. Et nous avions laissé Khalida sur le chemin de l'école et son frère Omar sur le chemin du maquis. Omar, c'est un peu pratiquement comme la plupart des jeunes algériens de l'époque. Absolument. Ils répondent à l'appel du devoir. Et il abandonne la famille, il abandonne le travail, et puis il rejoint le maquis comme tout le monde. Voilà. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs Algériens qui ont fait de même. Mais par contre, la réplique de l'armée française ne s'est pas fait attendre. Oui, puisque Boualem est enlevé. Voilà, Boualem, c'est son père. Son père, elle a été arrêtée, elle a été torturée, elle a été... Et sa mère faisait pratiquement, enfin son épouse, faisait pratiquement tous les camps pour essayer de le retrouver. Et c'est par un pur hasard qu'on apprend qu'il a été arrêté par des parachutistes. Et pratiquement, c'est juste l'intervention d'un gérant d'un grand domaine où il travaillait, parce qu'il le connaissait bien, c'était quelqu'un d'intègre, quelqu'un de sérieux qui est intervenu, qu'ils ont pu le récupérer. Pratiquement, quand il a eu ramené à la maison, il était presque... il était exsangue, il était à l'agonie. Il était à l'agonie, bon, ils ont pu le ranimer, mais il a pris un sacré coup de vieux après ça. Comme ça. Et puis la vie, elle reprend son cours, toujours reprend son cours, et ça a duré. Hein.
Ça a duré, ça a servi de leçon un peu peut-être pour toute la famille, et ça a continué. Hein. Ça continue de deux côtés. D'un côté, il y avait la lutte. De l'autre côté, il y avait les colons. Et de temps en temps, on voyait une ferme flambée. Oui. On voyait des explosions, on voyait des accrochages, on voyait un peu tout ça. Et c'était l'époque de la guerre, c'était le temps de la guerre. Et en marge de cette lutte armée, voilà. il y a la lutte pour l'avenir, qui est en train de mener Khalida en allant à l'école, en s'instruisant. Sa mère songe à la marier, elle ne veut pas qu'elle poursuive ses études, mais devant la perspective de l'indépendance et donc celle de l'édification du pays, avec tous les cadres que cela va nécessiter, c'est le père qui décide qu'elle poursuivra ses études. Et votre ouvrage, Les Oranges amères, qui s'ouvre sur une citation de Frantz Fanon, empruntée aux damnés de la terre, absolument, oui. Là m'a rappelé un autre passage de Frantz Fanon dans l'an 5 de la révolution algérienne, où il dit que la révolution, justement, a été une révolution, c'est-à-dire une transformation radicale des conditions existantes, parce qu'elle a jeté les femmes dans la lutte et qu'elle a jeté les filles dans la lutte pour l'avenir, qui est celle de l'instruction. Absolument. À l'indépendance, bon, on avait besoin d'hommes et de femmes, mais d'hommes et de femmes instruits, d'hommes et de femmes prêtes à prendre le flambeau et à... C'est avec ces femmes-là, avec ces garçons-là qu'on avait besoin de construire le pays, qu'on pouvait construire le pays. Donc le père a tellement sensibilisé Khalida que Khalida s'est battue. Elle s'est battue pratiquement pour réussir. Vous savez, quand on est un jeune écolier, ou bien une jeune comme ça écolière, et quand on arrive à comprendre ces deux choses-là, la réussite dépend des études. Pratiquement, c'est une bagarre contre soi-même qu'on va mener. Et Khalida, elle a réussi. C'est quelque chose d'incroyable, le parcours qu'elle a fait. C'est des gens qui n'avaient absolument rien, même pas de quoi manger. Et puis, elle se retrouve de l'école primaire au lycée, et du lycée à l'université. Et c'est là, même dans l'université, qu'elle découvre un autre monde. Quand elle va à la bibliothèque, elle découvre ces écrivains d'ailleurs. C'est des gens dont on n'a jamais entendu parler, puis elle est là, c'est ciseleur de mots, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, hein. Et c'est là où avec ses camarades, elle s'impose une règle. C'est-à-dire que les gens qui doivent les entourer doivent disposer des mêmes idées, partager les mêmes idées. Et elle se pose la question, est-ce que les gens vont-ils avoir la même appréciation que nous sur Nazim Hikmet, par exemple, avoir la même c'est-à-dire penser que nous sur Gabriel Garcia et ses fameux chansonniers de bois. Oui. Gabriel Garcia Marquez. Voilà, Gabriel Garcia Marquez. Les chansonniers de bois pour sa deuxième femme, la belle de Mathilda. Ça. Et ainsi de suite. Et puis, il y a eu, à l'époque, la jeunesse à Falaine, où Khalida s'est tout de suite intégrée. Et c'est là où, quand on parle de jeunesse militante, qui est-ce qui a fait, si vous voulez, qui a parcouru pratiquement toute la Mitidja pour expliquer la révolution agraire aux paysans? C'était la jeunesse, c'était les étudiants, c'était Khalida et ses compagnons. C'est un peu tout ça. Hein. Et puis évidemment, par la suite, il y a eu la cinémathèque et tout ça. On découvre le cinéma, on découvre l'accès à l'instruction et aux hautes études, l'accès à la culture. À la culture, c'est tout ça. Et aussi ce brassage où toutes les régions se rencontraient les unes avec les autres, notamment à travers les études universitaires. C'est ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fallait voir la cinémathèque des années 70. Et là, je cite deux films hindous qu'on présente. Le premier film, c'était Manga, la fille des Indes. Oui. On en a rêvé à l'époque. On en a dansé à l'époque. Et puis après, il y a eu Moteur India, plus connu sous le nom Les Bracelets d'Or. Oui. Toujours du fameux producteur Mahboub, un truc comme ça. Son nom ne me revient pas non plus. Voilà, comme ça. C'était extraordinaire, comme film, comme... Et c'était non seulement Khalida, mais c'était toute l'Algérie qui suivait ces films-là et qui adorait ces films-là. Oui, c'est un peu tout ça. Hein. Et qui célébrait justement cet accès à la culture et
cette perspective d'un avenir qui n'est plus bouché Voilà. par le talon de l'impérialisme. L'impérialisme. Voilà. Et c'est cette même inspiration qui irrigue cette fois-ci un autre mode d'expression qui est celui. Je vous en prie, si vous voulez ajouter. Non, je dis que, par exemple, il faut voir que quand Khalida et ses copains ont découvert Mahmoud Darwish, L'immense poète, oui, Mahmoud Darwish. poète palestinien, et toute sa poésie a été, si vous voulez, portée aux musiques par Marcel Khalifa. Absolument, oui. Qui remplissait les salles. Oui. Voilà, qui remplissait les salles, même au théâtre de verdure. Vous savez, tout à l'heure, je discutais avec madame, je lui disais qu'en Algérie, à l'époque, les gens étaient heureux à partir de rien. Mais il y avait deux paramètres essentiels. C'était quoi? C'était la liberté et la sécurité. Avec la liberté et la sécurité, les gens étaient heureux. Ils pouvaient tout se permettre, les rêves les plus fous. Toutes les portes du pays étaient ouvertes à tout le monde. Et c'est là qu'on a commencé à envoyer des promotions dans tous les domaines étrangers, les cinéastes en Pologne, des trucs comme ça, en Russie, un peu partout. Et c'est cette époque, et c'est cette inspiration qui irrigue, comme je le disais tout à l'heure, un autre mode d'expression qui est celui de la nouvelle, mode qui paraît peut-être plus facile que le roman, mais qui est au contraire d'autant plus ardu, avec cette fois-ci votre recueil de nouvelles, Alger qui chante, Alger qui pleure, oui. Ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la manière d'un Zola, d'un Balzac ou d'un Malik Haddad, vous reprenez ces mêmes personnages, mais cette fois-ci dans des situations particulières. Et le recueil s'ouvre sur une figure tutélaire. Voilà. Alger qui chante, Alger qui pleure, était un recueil de nouvelles, paru également aux éditions L'Harmattan en février de 2022. C'est un recueil qui comprend 5 tableaux, ou 5 nouvelles. Oui. Tableau est vraiment le terme qui convient. Si vous permettez, c'est-à-dire que ces nouvelles ont été pensées et écrites avec une très grande sensibilité pour permettre aux lectrices et aux lecteurs de s'imprégner de l'histoire, de vivre avec leurs héros et héroïnes. Voilà. Je citerai d'abord ces nouvelles auxquelles je reviendrai après. Nous avons en premier Kateb Yassine revient cette semaine. Oui, c'est pour ça que je parle de figure titulaire. Cette nouvelle avait pour premier titre Il était une fois des Lyciennes. La deuxième nouvelle, dont le titre est l'œuvre centrale de ce recueil, c'est Alger qui chante, Alger qui pleure. Absolument. La troisième nouvelle, c'est les filles du bord de mer. La troisième nouvelle, la quatrième nouvelle, c'est les larmes de l'exil. Voilà. Et la dernière nouvelle, c'est la princesse aux pieds nus, et c'est un peu Khalida. Certes. C'est un peu Khalida. Bon, ceci dit, je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse pour expliquer que dans n'importe quelle nouvelle ou n'importe quel récit, il y a une part de réel et une part d'imaginaire. Évidemment. Et là, qu'on le veuille ou pas, on est un peu dans le mensonge vrai dont parle Aragon. Aragon, certes. Dont parle Aragon. Et on retrouve ce mensonge vrai dans les 5 nouvelles. Donc, à un moment donné, on ne peut plus faire la part du réel et de l'imaginaire. Voilà. Les lecteurs ou les lectrices sont emportés, on lit, mais on se pose la question. Est-ce que c'est imaginé? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça s'est passé? D'où le terme de réalité esthétique. Voilà. Donc je commence par la première de Kateb Yassine. Oui. Voilà. Je commence par la première nouvelle. Kateb Yassine revient cette semaine. Alors, où justement on voit des étudiants très studieux faire un exposé sur Kateb Yassine. Kateb Yassine revient cette semaine. C'est une nouvelle qui a été écrite en hommage aux jeunes lycéennes du lycée Ourid Mdad de Harrach. Pourquoi? En 67-68, Kateb Yassine, il est réellement venu au lycée où il a donné une conférence. Or, en 68, en 67,
Vous avez de jeunes lycéennes de 16 à 17 ans, et à l'époque où il n'y avait ni Internet, ni mobile. Et on leur a demandé de faire une fiche technique sur cet auteur. On le connaissait à travers Nejma, mais ce n'est pas avec ça qu'on allait faire une fiche technique. Évidemment. Donc, mais les filles, ces jeunes lycéennes, se sont constituées en 2 ou 3 groupes, et ils ont fait un véritable travail de reporter et d'investigation. Certaines se sont concentrées sur ces œuvres littéraires, et particulièrement Nejma, où les gens, les filles plutôt, se sont posé la question: où commence la réalité, plutôt où finit la réalité et où commence la fiction? Est-ce que Nejma, cette cousine mariée dont elle était amoureux, a réellement existé? Ou bien était-ce uniquement un personnage littéraire créé par Kateb Yassine avec son immense talent d'écrire? Ou bien c'est une métaphore de l'Algérie. Voilà. Ou bien c'était une parabole pour parler de l'Algérie en guerre. Voilà les questions qui ont taraudé l'esprit des étudiants de l'époque. D'autres groupes, non. D'autres groupes sont intéressés à l'homme, à Kateb Yassine. Et là, ils ont ramené une mine d'informations où on apprend que Kateb Yassine est né d'un père Oukil et d'une mère déjà artiste, ce qui fait que ça le prédestinait à... Alors, il est né à Constantine. Quand on dit un père Oukil, c'est un père fonctionnaire qui est appelé à se déplacer avec sa mère. Et en se déplaçant, en faisant un peu l'intérieur du pays, c'est là où Kateb Yassine a vu toute la misère des Algériens, l'indigence des Algériens. Et c'est là où il a été frappé. Donc, ce qui fait qu'avec les événements de mai 45, Kateb Yassine, qui était au lycée de Sétif, il s'est retrouvé en première ligne. Arrêté avec des milliers d'Algériens, et puis renvoyé du collège. C'est quelqu'un qu'on a mis en prison. Et là, en prison, il a fait l'école de la vie. Il a appris beaucoup de choses. Entre-temps, sa mère, qu'il avait cherché partout, elle l'a pas trouvé. Elle pensait qu'il était mort. Elle est devenue folle. Elle a été internée à l'hôpital de Joinville de Blida. Voilà. Kateb Yassine a sorti de prison. Il a été exilé. Il est parti en France. Il est parti en Europe de l'Est. Et c'est là où il a commencé à écrire. Il a commencé à donner des conférences. Et il a fallu attendre jusqu'en 56 pour voir comment Nejma, aux éditions du Seuil. Oui. Voilà, Nejma aux éditions du Seuil. Mais entre-temps, l'homme, il a commencé également à s'intéresser au théâtre. Ce fameux théâtre avec le parler d'Erja, en arabe et en kabyle. Afin de le rendre plus Voilà, accessible. en arabe, en kabyle, avant que ces pièces puissent être comprises par tout le monde. Voilà. C'est un peu ça que toutes les filles, les lycéennes ont rapporté. Et ça, c'était en même temps, il a écrit le cadavre encerclé, le polygone étoilé. L'homme aux sandales de caoutchouc. Voilà. Il y a le théâtre de la Messe aussi qu'il a hébergé pendant. Voilà. Il a travaillé beaucoup de temps avec le théâtre de la Messe. Mais ça, c'est après. Là, nous sommes en 68, en 67, en 68. Donc, c'est fait que la professeure n'en revenait pas. Que des filles puissent ramener de telles informations. Elles ont fait pratiquement toutes les rédactions de journaux, elles ont fait les bibliothèques, elles se sont déplacées. C'est là où je dis que cette nouvelle, c'est pour rendre hommage à ces lycéennes. Et à leur, à l'époque, leur maturité d'esprit. Peut-être qu'elles avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais elles étaient matures, elles étaient... Voilà, cette nouvelle, c'est un peu ça. Alors, si vous permettez, avant d'enchaîner sur les autres, on va cette fois-ci faire un petit bond dans le passé. On va passer justement de ces années 60-70 au IVe siècle avant Jésus-Christ pour revenir à ce duel justement entre ces deux figures. D'un côté, Augustin. Saint-Augustin, oui. Voilà, et de l'autre, Donat,
avec cette scission idéologique, mais qui s'est fait aussi sur fond de résistance à l'Empire romain. Vous avez mentionné tout à l'heure que Augustin avait donné blanc-seing entre guillemets voilà, pour sévir. D'ailleurs, dans les confessions, on lit très bien que l'apôtre ne fait pas que l'esclave devienne libre, mais qu'il devienne bon, et qu'il ne lui dit surtout pas révolte-toi contre ton maître, mais au contraire, serre-le de bonne grâce, etc. Et Augustin qui a été vraiment ce chantre de la servitude heureuse et qui nous est servi par certains cercles comme le parangon, ou en tout cas comme ce qu'a produit l'Algérie antique, ou la Numidie antique, comme ce qu'il y a de plus grand dans notre histoire. À côté, Donat, ce résistant, et qui a lui aussi été quelque part la figure un peu tutélaire des circoncellions, lui est très peu évoqué, en tout cas en regard d'Augustin. Donat était évêque d'Hippone à l'époque. Oui. Et puis c'est là qu'il a organisé des conciles pour condamner le donatisme, c'était les débuts. Et ensuite, bon, mais le donatisme quand même s'est reconstitué, il se renforçait davantage. Alors sur ce plan-là, l'empereur Honorius a décidé de réunir les évêques donatistes et les évêques catholiques. Le fameux concile de Carthage de 411. Justement, le frère de la religieuse Roba, il a assisté à ce fameux concile de 411, où Augustin, a vraiment, pratiquement, il a mis en déroute les donatistes. Personne ne pouvait plus relever la tête contre lui. C'était vraiment l'apologiste de la chrétienté, de l'orthodoxie, etc. Et depuis ce temps-là, les donatistes se sont tus. Ensuite, il y a eu pratiquement une lutte de persécution terrible contre eux, jusqu'à ce qu'on pensait que vraiment ils étaient éradiqués. Il y a eu un silence de 20 ans. Bon. Pourquoi un silence de 20 ans? Parce que la fameuse épitaphe découverte par Xel à la Miaria a révélé que justement les donatistes ne se sont pas tus. C'est-à-dire la flamme de l'insurrection était toujours là. La preuve, cette épitaphe révèle que les donatistes étaient toujours là. Et une fois que les Vandales se sont investis en Afrique du Nord, ils ont commencé à prendre le dessus sur les Romains, les donatistes ont levé la tête et ont commencé à se venger des catholiques et des riches. Hein. Et bon, il a fallu, donc justement, l'invasion vandale a mis fin à Augustin, parce que quand les Vandales ont encerclé Bougie, plutôt Annaba, c'est là qu'il s'est. C'est-à-dire, c'est lors du siège qu'il s'est décédé. Bon, maintenant, si nous allons plus loin, les donatistes ont révélé qu'ils étaient une force, n'est-ce pas? Certes. N'est-ce pas? Et puis, Donat, il a, devant chaque église catholique, il a créé une église donatiste. Bon. Ceci dit, ces événements se passaient au IVe siècle avant Jésus-Christ, en Numidie, en proconsulaire. À partir du Ve siècle, les missionnaires donatistes de Numidie ont commencé à, si vous voulez, à faire la propagande du donatisme en Mauritanie césarienne. Parce que la Numidie était d'abord, c'est-à-dire ce sont les premiers qui sont investis dans le donatisme. Ensuite, grâce aux missionnaires qui se sont déplacés en Mauritanie césarienne, il y a eu des élans de donatisme dans les rangs des morts de Mauritanie césarienne. Et justement, l'histoire relève l'assassinat de 8 donatistes dans la région de Sidi Mohamed Ben Ali, du côté de Mostaganem, et relève aussi le martyre, ce qu'on appelle le martyre de Tiaret. C'est-à-dire que le donatisme s'est déplacé à partir du 5e siècle
au niveau de la Mauritanie césarienne. Et les épitaphes, enfin, la découverte des épitaphes en Al-Aminaria prouve justement que le donatisme au 5e siècle était bien ancré en Mauritanie césarienne. Alors, Alors justement, il y a aussi un ouvrage, puisque c'est le moment, si vous permettez, de notre intermède, cette fois-ci littéraire. J'allais dire non pas musical, mais il n'y a jamais de littérature sans musicalité. C'est ce qu'évoque aussi Ahmed Akkash dans La Révolte des Saints, où il entrecroise et même où il, j'allais dire juxtapose, mais plus que ça, où ils font ensemble ces deux aspects, celle de la scission idéologique avec l'Église romaine et la résistance paysanne aux maîtres des grandes latifundia. La Révolte des Saints que je vous propose en guise de livre de chevet, comme d'habitude, chers amis, après le jingle. Donc, avec votre aimable permission, ce soir, je vais vous faire découvrir ce premier extrait de ce livre de chevet qui va nous suivre pendant un mois, La Révolte des Saints d'Ahmed Akkash aux éditions Casbah. Ce jour-là, au retour de la chasse, Marcus Tiberius, qu'accompagnaient quelques amis de la ville, s'était arrêté près de la meule à blé où on préparait la farine destinée à la consommation du domaine. On comprend donc que Marcus Tiberius est un grand propriétaire romain. Un esclave numide, sous la surveillance d'un garde, faisait tourner lentement le grand disque de pierre. « Plus vite, paresseux !» Marcus Tiberius saisit avec impatience le fouet suspendu à sa selle. Il leva le bras. La longue lanière de cuir s'abattit sur les épaules de l'homme avec un claquement sec. Le maître n'était pas particulièrement pressé, mais il estimait qu'un esclave est fait pour travailler vite. Et celui-là, ce grand gaillard au torse nu, si lourdement rivé au madrier de la meule qui semblait en faire physiquement partie, l'irritait sans qu'il sache pourquoi. « Plus vite, plus vite !» Le fouet cinglait en cadence les épaules nues. Un murmure approbateur l'accompagnait dans l'assistance de maîtres romains et de grands propriétaires. Le dos zébré de longues rayures bleuâtres, l'homme s'était penché davantage. On aurait su dire s'il cédait à la souffrance ou s'il cherchait désespérément au fond de lui quelque force encore pour accélérer son allure. S'arrêter. Sans doute aspirait-il avidement à s'arrêter, à s'affaisser sur place, à sombrer le plus profondément possible dans cette douleur infinie qui faisait partie de sa vie même. Mais la brûlure du fouet, plus forte que toutes les sensations, le tirait obstinément de sa torpeur et contractait ses muscles, le poussant en avant, arc-bouté dans l'effort, inconscient, grimaçant, comme intégré à la lente rotation de cette meule pesante qui n'en finissait plus de broyer encore et toujours les grains du maître. On voit ici justement cette exploitation qu'on a vue aussi dans les oranges amères. On voit cette exploitation que faisaient les maîtres, les grands propriétaires des latifundia romains, des esclaves numides. Esclaves qui vont finir par se révolter, qui vont donner d'une part les circoncilions et d'autre part les armées qui ont été menées par Tacfarinas, Firmus, Faraxen, et qui ont aussi été documentées dans les guerres paysannes de Numidie. Et c'est cela aussi qui traverse en filigrane cet ouvrage sur les traces de la religieuse Roba, aussi bien pour celui-ci que pour votre ouvrage phare, si je puis dire. Nous avons eu l'occasion de déplorer le manque de sources autochtones et que très souvent, les chercheurs comme vous, comme M. Hajbi et comme d'autres, sont obligés à chaque fois de manier avec circonspection soit les sources latines, Sallust, soit ceux qui les ont reprises avec d'autant plus d'enthousiasme qu'elles confortaient leur vision de conquête et d'impérialisme, Gsell, Gautier, etc. Donc c'est aussi dans cette veine-là que vous avez effectué ce travail afin de recentrer la recherche historique de l'Algérie sur elle-même, si je puis dire. Oui, parce qu'en fin de compte, le donatisme, c'est un mouvement qui voulait libérer l'Afrique. Ils ont utilisé
si vous voulez, l'option religieuse, parce qu'il n'avait pas les capacités de lutter contre l'armée romaine. Donc il fallait cette fronde, si vous voulez, à couleur religieuse, hein, pour pouvoir casser le lien entre Rome et Carthage. Il voulait une église africaine, où l'évêque de Carthage, c'est l'évêque de Carthage qui en sera responsable. Et il voulait une scission totale avec l'évêque de Rome parce qu'il était l'allié de l'empereur. Absolument. L'empereur à l'époque, c'était un petit peu le pape à l'époque. Et l'évêque est resté évêque. Ce n'est que du temps avec 3 siècles après que Théodose, l'empereur Théodose, a institué le fameux pape. C'est-à-dire que l'évêque devient pape et l'empereur reste empereur. Donc, si vous voulez, c'est ça. Ils ont utilisé l'option religieuse pour lutter d'une façon efficace, pour, si vous voulez, détourner le peuple des Romains et de leur Église qui est dominée par Rome et par l'empereur. Oui, de leur ça a duré, source idéologique et de la source idéologique de leur domination. Bon, sur le plan religieux, c'était les mêmes, hein, parce que... Évidemment, mais après... D'ailleurs, il y a un certain temps, quand Constantin a essayé c'est-à-dire d'atténuer la rupture entre les donatistes et les catholiques, les donatistes n'ont pas accepté cette liaison tant que les catholiques n'acceptent pas la repentance, n'est-ce pas, la pierre angulaire. Oui, qui elle-même est ils se sont adressés à l'empereur, ils lui ont dit, mais on est tous pour l'orthodoxie. Tout ce que nous voulons, c'est-à-dire la sainteté de l'évêque, si vous voulez, qu'il soit conforme à nos idées, à nos options religieuses. En tout cas, tout cela et bien plus encore peut être découvert aussi bien dans votre dernier essai sur les traces de la religieuse Roba que dans vos précédents ouvrages. Merci beaucoup, M. Hamdad, d'avoir été parmi nous. Je me tourne vers vous, M. Hadjbi. Le temps nous manque pour développer sur les autres pièces. Aussi, très rapidement, le mot de la fin en guise de revoir, que ce soit pour les oranges amères ou pour les filles du bord de mer, les larmes de l'exil ou la princesse aux pieds nus qui compose Alger qui chante, Alger qui pleure, il y a une question de fond, c'est l'importance cruciale de l'instruction des filles. Et en vous lisant, je me suis rendu compte, je suis d'une autre génération, et j'ai aussi l'occasion de côtoyer des générations encore plus jeunes. Et aujourd'hui, ces questions semblent aller de soi. On a l'air presque d'une autre époque lorsqu'on rabâche sur l'instruction des filles. Et je me suis dit, ce n'est pas la moindre des conquêtes de la Révolution de novembre que d'avoir fait qu'aujourd'hui, on est les ringards en mentionnant ça. Aujourd'hui, ça coule de source. Ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi. Alors, bon, je vous interromps. Le temps nous manque vraiment. Donc, si vous permettez, je me contenterai juste de rappeler que les oranges amères, romans, sont publiés aux éditions L'Harmattan et disponibles en Algérie. Alger qui chante, Alger qui pleure, recueil de nouvelles, lui aussi aux éditions L'Harmattan est disponible en Algérie. Merci beaucoup, M. Djilali Hadjbi. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir et de vous écouter. Merci beaucoup, M. Hamdad, Sid Ahmed Hamdad, sur les traces de la religieuse Roba et sur les traces de notre histoire plurimillénaire. Nous n'avons pas eu, hélas, l'occasion de mentionner votre œuvre picturale. J'ai mentionné que vous êtes artiste peintre. Néanmoins, nos téléspectateurs ont pu, pendant que vous parliez, découvrir vos toiles en filigrane. Nous en parlerons plus longuement lors d'une autre occasion. Un petit mot. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. La première semaine culturelle algéro-suisse s'est déroulée en 1965. Un mois avant, on a fait ma première exposition historique. Bon. Le président Vella, l'ancien président de la Défense, nous a envoyé un groupe d'artistes jeunes, mon âge, en Suisse. L'objectif était de montrer à l'opinion publique européenne, internationale, voilà l'Algérie, voilà la future Algérie. Voilà l'Algérie comme elle se présente avec cette jeunesse qui sait faire ce que vous faites et peut-être en mieux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Hamdan, merci beaucoup, M. Hadjbi. Hélas, le temps nous manque pour développer, mais ce n'est que partie remise. Auteur prolifique comme vous êtes, nous vous retrouverons pour d'autres ouvrages.
Les meilleurs pour la fin, merci à vous, chers amis, de nous avoir accueillis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je vous souhaite une excellente fin de soirée.